Donc, bonjour, mon nom est Céline Bouffard, je suis l'animatrice de la communauté de pratique Proche Aidance. C'est une communauté de pratique qui a pour but de favoriser une offre de services permettant de soutenir et de reconnaître les personnes proches aidantes dans les réseaux de la santé et des services sociaux. Aujourd'hui, le webinaire que nous vous présentons porte sur les défis liés au répit offerts aux familles et aux personnes proches aidantes. Les objectifs de la présentation sont les suivants. Donc, mieux comprendre les enjeux liés au répit pour les familles de personnes handicapées, identifier une définition commune du répit et être sensibilisé aux besoins de répit des familles de personnes handicapées. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'avoir avec moi, avec nous, comme présentatrice, Madame Caroline Lavoie. Et là, je vais lire un peu sa biographie. Donc, Caroline a été intervenante auprès des familles de personnes handicapées pendant plus de 25 ans. Depuis 2019, à la suite de l'initiative de l'organisme Solidarité de parents et de personnes handicapées, Caroline Lavoie est chargée de projet pour Répit Québec, une importante concertation provinciale qui regroupe des dizaines de collaborateurs intéressés par l'enjeu du répit offert aux familles et aux proches de personnes handicapées. Donc, je vous laisse, au bon soin de Caroline. Caroline, tu peux partager ton écran? Je fais ça à l'instant. Et voilà. Donc, pour rappeler un peu la formule de notre webinaire, on a environ 40 minutes de présentation. Vous allez voir, on a fait ça un peu dynamique. Il y a quelques petits, sondages, pour, capter un peu le pouls de votre expérience et ensuite de ça, on aura une période de questions où là, je vais pouvoir ouvrir les micros, ouvrir les caméras. On veut vraiment ça interactif là, pour que vous puissiez poser de vive voix vos questions. Donc, Caroline, je te laisse, la parole. Merci Céline. Alors, bonjour tout le monde et puis bon dîner pour ceux qui mangent. Merci de prendre le temps de venir réfléchir avec nous ensemble à propos du répit, puis d'en apprendre un petit peu plus sur l'initiative Répit Québec. Donc, comme Céline le disait tout à l'heure dans ma bio, donc je suis chargée de projet pour Répit Québec depuis 2019. Donc, Répit Québec qui préalablement là, s'appelait Chantier Répit, ensuite Action Chantier Répit. Donc, je vais vous parler un petit peu plus là, des deux phases de recherche qui ont été menées pendant Chantier Répit et Action Chantier Répit. Et je vais vous présenter aussi la structure de Répit Québec, nos travaux et nos objectifs. Mais avant de commencer, j'ai une petite question pour vous. Donc, est-ce que Céline, tu peux lancer le court sondage? Il est envoyé, vous devriez le voir à l'écran. Parfait. Si Moi, je ne jamais le vous le vois voyez. pas. Fait que Si jamais vous le voyez pas, vous pouvez me faire un petit mot là, dans le clavardage, mais vous devriez le voir. Donc, vous pouvez marquer votre réponse et ensuite de ça, Donc, en fait, on veut connaître un petit peu ce que de votre côté, vous connaissez du répit. Qu'est-ce que c'est le répit pour vous? est-ce que toi, tu le vois, Caroline? Pas du tout? Non, je ne le vois pas du tout, Oh malheureusement. Peut-être non! parce que je suis en partage d'écran. Ah, est-ce que tu veux arrêter ton partage d'écran comme ça, peut-être que tu Ah vas oui, pouvoir le voir? j'aimerais ça parce que je suis curieuse. Et est-ce que là, tu le vois? Hmm, non, j'ai la question. Mmh. Je vais répondre à la question. Peut-être que ça va me permettre de le voir après. Ah non, je ne l'ai pas. Bon, regarde, je vais te le montrer comme ça. Vous allez vous voir en double un peu. C'est la technologie, hein? Ouais. Est-ce Ah, que bon. tu vois un peu? C'est Ouais, petit, là. fantastique. Donc, quel Donc, modèle de répit vous connaissez? on Ouais. a plusieurs réponses, là. Dodo, gardiennage, proche aidance, halte répit, les organismes communautaires, le baluchon, les répits dodo. Très intéressant. Donc, à la fin, on reviendra pour voir un peu là, qu'est-ce que vous aurez retenu ou
qui vous aura surpris dans la présentation, mais je trouvais ça intéressant, en fait, de savoir de votre côté, c'était quoi le répit pour vous? Quelle était la forme que vous connaissiez le plus? Alors, on revient au partage d'écran. Alors voilà, je vais juste tasser la fenêtre ici pour voir correctement. Donc, Répit Québec, qu'est-ce que c'est? Donc, Répit Québec, on l'appelle aussi le réseau québécois pour le répit des familles de personnes handicapées. Donc, c'est l'aboutissement, en fait, de 3 ans de concertation et de recherche qui nous ont permis de dresser le portrait des ressources et des enjeux en matière de répit au Québec, puis de convenir ensemble d'une vision commune et de solutions pour y faire face. Alors, comme je disais, il y a eu plusieurs phases avant Répit Québec. Donc, il y a eu Chantier Répit et Action Chantier Répit. Donc, dans le chantier répit, on a eu une phase de recherche qui était la phase 1, qui était la phase d'écoute. Donc, en fait, qui nous a permis d'identifier les besoins non comblés et les difficultés affrontées et les enjeux non résolus, tant du côté des familles que pour les représentants de ressources de répit. Pendant cette phase-là, on voulait aussi aller voir un petit peu, c'est quoi le vocabulaire commun en lien avec le répit? On l'a vu dans le sondage, le répit peut avoir plusieurs formes et le répit peut être un peu là, tout et son contraire. Donc, on voulait voir, tant du côté des familles que des représentants de ressources de répit, qu'est-ce que c'était pour eux que le répit, puis quel était leur rêve aussi par rapport au répit. Vous voyez en bleu le lien vers le rapport de recherche. Donc, c'est un lien que vous pourrez télécharger. Vous aurez accès au PowerPoint après la présentation. Donc, vous pourrez le télécharger et le consulter à l'écran. Et ce qui est intéressant en le téléchargeant, ne pas avoir le format papier, c'est qu'il y a des ondes cliquables. Et les ondes cliquables, ben, vous ouvrent toute une arborescence là, d'informations. Donc, c'est vraiment plus intéressant de le voir téléchargé que format papier. Donc, suite à la phase 1, où on est allé vraiment à la rencontre des familles et des représentants de ressources, et la phase 2. Donc, la phase 2 qui visait en fait à connaître les bonnes pratiques mondiales concernant le répit, mais aussi à aller voir les initiatives inspirantes en soutien aux proches qui pourraient être applicables au secteur répit. Donc, on sait que le répit est bien développé au Québec, mais il n'est pas développé de façon optimale. Donc, on se disait, il y a peut-être des initiatives qui viennent en aide aux proches ou aux parents qui pourraient être facilement transposables dans notre secteur, le secteur répit. Donc, on voulait voir ça. Puis, qu'est-ce qu'ils font ailleurs dans le monde? Donc, on est allé du côté de l'Europe francophone, on est allé au Canada anglais et on est allé aussi du côté des États-Unis. On va en parler un petit peu plus tard aussi. Encore une fois, vous avez le lien en bleu vers le rapport de recherche qui vous donne aussi là, un paquet d'informations sur les différentes initiatives qui ont été évaluées, qui ont été questionnées. Ensuite, la phase 3, donc la phase d'idéation. Donc, ça nous a permis de détailler les 4 grands axes de l'expérience répit. Donc, ce qu'on s'est rendu compte, tant pour les familles que pour les représentants de ressources, c'est qu'il y a toujours un parcours qui va débuter par «Ah, j'aurais besoin de répit» jusqu'à la toute fin de l'expérience où on veut donner une rétroaction. Et on a détaillé ça en 4 grands axes. Donc, premièrement, la préparation au répit. Ensuite, le référencement, l'expérience de mise en relation et l'évolution du secteur répit vers une culture d'innovation. Ça aussi, on va en parler un petit peu plus tout à l'heure. La phase 3 nous a également permis de dégager des concepts qui pourraient être mis en place pour répondre aux enjeux qui avaient été nommés, surtout dans la phase 1, mais aussi dans la phase 2. Et ensuite, ben, la phase 4, donc c'est un peu la phase où on est, ou qui a précédé Répit Québec. Donc, on a créé Répit Québec. On a mis sur pied la table de concertation provinciale pour le répit. Et de la table de concertation ont découlé 3 comités de travail. Donc, un qui travaille sur les normes de qualité en répit, un autre qui travaille du côté du financement offert, tant pour les familles que pour les ressources de répit,
Et un troisième comité de travail qui s'affaire à travailler tout ce qui est communication. Donc, communication avec la population, communication entre les parents et les ressources et communication entre les ressources de répit entre elles. Donc, la phase 1. Donc, quelques faits saillants de la phase 1. Donc, qui a été interviewé? Je vous parlais des familles, des représentants de ressources. Alors, on a 21 parents d'enfants âgés entre 0 et plus de 36 ans. On parle d'enfants, mais évidemment, là, ce sont les enfants des parents. Donc, vous comprendrez qu'il y a des enfants, des jeunes et des adultes. On a eu 19 représentants de ressources de répit et c'est 11 régions du Québec qui ont été représentées. Alors, dans cette phase d'écoute, d'interview, on a demandé aux familles pourquoi elles prenaient du répit. Oh, Caroline, ton micro est fermé. Désolée, j'ai appuyé au mauvais endroit. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ça va. Donc, Parfait. pourquoi demander du répit? Pourquoi demander du répit? Donc, les familles nous ont parlé, surtout les parents vieillissants, nous ont parlé, en fait, de prendre du répit pour éviter le placement de leur enfant en CHSLD ou en ressources intermédiaires. Pour certains, c'était pour conserver son emploi. Plusieurs ont nommé sortir du mode survie. Hein, on y pense pas, mais c'est souvent pour ça que le répit est demandé. Il y a d'autres parents qui voulaient, en fait, s'occuper des autres enfants ou s'occuper de leur couple. Certains voulaient éviter des problèmes de santé physique ou mentale et parfois éviter la séparation du couple. Donc, vous voyez que les raisons pour demander du répit sont vraiment diversifiées, puis vont répondre à différents besoins au courant de la vie de la famille. Sinon, les enjeux. Oh, encore un petit enjeu de micro. Bon, excusez, c'est quand je fais les ondes cliquables, là, des fois je perds, fait que je vais essayer de m'ajuster. Alors, pour les ressources de répit, les enjeux rencontrés, en fait, bon, là, on parle de 2019, mais déjà, l'enjeu de pénurie de main-d'œuvre était très présent. Donc, à 79 des répondants, là, on disait ne pas avoir suffisamment de ressources humaines pour pouvoir répondre aux besoins. Il y avait aussi une augmentation des demandes de répit chez 58 des répondants. Donc, en fait, ce qu'on nous disait, c'est que les familles faisaient de plus en plus appel au secteur répit, surtout communautaire, parce qu'elles ne trouvaient pas réponse à leurs besoins dans le réseau public. Ensuite, il y a la complexité des diagnostics des personnes reçues en répit. Pour certains représentants de ressources de répit, ben, ils étaient en entente de service avec le réseau et devaient répondre à des besoins de jeunes qui avaient parfois des troubles graves de comportement ou d'autres besoins complexes au niveau de la santé physique. Et évidemment, on n'y échappe pas, le manque de financement de base, hein, c'est toujours un enjeu. Et plusieurs ont nommé qu'ils devaient pallier au manque de financement qui est offert aux familles en ajustant le prix de leurs services à la baisse pour pouvoir répondre aux besoins des familles, pour pouvoir leur donner un service. Donc, on disait, nous, on ajuste nos prix pour que les familles viennent, pour qu'elles ne deviennent pas en situation de crise, mais nous, à un moment donné, on n'arrive pas à répondre à la demande avec ce budget-là. Les enjeux rencontrés par les familles, donc, le niveau de connaissance et de littératie des familles est parfois insuffisant ou est parfois là, à variation très, très multiple. Donc, certains vont très bien comprendre l'environnement répit ou comment aller chercher réponse à leurs besoins, d'autres pas du tout. Pour solidarité de parents, je vous donne un exemple. On le vit beaucoup avec les familles qui sont issues de l'immigration récente. Donc, ces familles-là arrivent au pays, arrivent au Québec, sont complètement déstabilisées et ne savent pas trop où aller chercher. Donc, à ce moment-là, elles ne demandent pas du répit, elles s'épuisent et là, il y a des situations de crise qui peuvent survenir. Donc, on avait cet enjeu-là. Il y avait aussi, pour les familles, là, une grande complexité dans les démarches administratives. On nous parlait de beaucoup de paperasse à remplir, de beaucoup de démarches à faire, toujours répéter son histoire. Donc, c'était vraiment un enjeu important pour les familles.
Pour certaines familles, ben, l'handicap de leur enfant était tellement complexe que ça voulait dire une exclusion, en fait, des services de répit. Donc, elles n'avaient pas accès à aucun service pendant l'année, ce qui faisait justement l'épuisement aussi de ces familles-là. On nous a parlé aussi qu'il y avait un grand manque d'accompagnement à travers les différents programmes du réseau public et du réseau communautaire. Donc, en fait, on parlait de l'expérience répit, du parcours de la famille dans l'expérience répit. Avant, il y a quelques années, les familles étaient, bon, plus soutenues, peut-être mieux accompagnées parce que la pénurie de main-d'œuvre était moins là. Les gens avaient plus le temps de faire cet accompagnement-là. Depuis, je vous dirais, les 10 dernières années, c'est de plus en plus difficile pour plein de raisons, ce qui fait que les familles doivent souvent parcourir ce secteur-là d'elles-mêmes et c'est très lourd comme démarche pour les familles. Il y a aussi une impossibilité d'utiliser l'aide financière offerte par le réseau. En fait, les familles nous disaient, ben, des fois, j'ai le budget qui est là, on m'aide financièrement, ça va, mais en même temps, ben, j'ai pas de ressources humaines, j'arrive pas à trouver personne, mon jeune peut pas fréquenter les ressources de répit de ma région parce que X raison. Donc, à ce moment-là, ils ne dépensent pas l'aide financière octroyée et à la fin de l'année, ben, elles peuvent être questionnées ou même parfois là, coupées dans l'aide financière qu'elles vont recevoir par la suite. Et évidemment, dans certaines régions, des régions qui sont un petit peu moins urbaines, ben, il y a une rareté de ressources, des ressources de proximité souvent. Donc, il n'est pas rare de voir des familles faire des dizaines de kilomètres pour avoir accès à des ressources de répit. Donc, parfois, ben, ce qu'on va dire, c'est, moi, tant qu'à faire 2 heures de voiture, aller, 2 heures revenir, j'aime autant laisser faire et pas prendre de répit. Il y a même des familles qui viennent du nord du Québec qui vont utiliser des ressources au sud, qui vont faire là, vraiment un très long voyage. Donc, ça va faire qu'ils vont avoir un seul répit par année parce que le voyage est tellement complexe à organiser et à faire qu'ils ne pourront pas le faire là, une fois par mois, par exemple. Donc, si on parle de quelques éléments gagnants à intégrer justement dans l'expérience répit, en résumé, donc pour les familles, c'est vraiment de les accompagner dans l'expérience répit, mais dès l'annonce du diagnostic de leur enfant. Donc, dès l'annonce de diagnostic jusqu'au décès du parent ou du jeune, d'avoir un plan répit. Donc, d'être accompagné pendant toute la vie, surtout dans les moments charnières de cette famille-là, ben, c'est un souhait quand même qui a été nommé souvent par les familles. Les familles veulent aussi que l'offre de répit soit diversifiée, hein, pour répondre à leurs différents besoins, mais aussi à des besoins émergents. Des besoins qui, par exemple, à l'annonce du diagnostic, la famille ne sait pas qu'elle aura ce besoin-là dans 2, 5, 10 ans, mais elle va avoir besoin de répit à un certain moment et elle veut que l'offre de répit soit diversifiée pour pouvoir répondre aux besoins. Elle aimerait aussi que, en fait, les familles là, aimeraient que les solutions financières soient adaptées aux situations des familles. Donc, que ce soit pas, une solution pour tous, en fait. Qu'on s'assoie, qu'on parle avec la famille, puis qu'on leur demande, dans leur situation familiale, quel est le meilleur soutien financier qu'on peut leur accorder. Du côté des ressources, ben, on aimerait vraiment que le secteur répit soit reconnu à sa juste valeur. Donc, de savoir que le secteur répit, surtout communautaire, a vraiment une proximité avec la population de son territoire, puis a développé une expertise en matière de répit. Donc, ils n'ont pas une expertise dans tous les secteurs, mais pour les ressources qui offrent du répit aux familles de leur territoire, ils ont vraiment développé une belle expertise. On aimerait que ce soit reconnu. Et évidemment, ben, on aimerait que les ressources de répit soient suffisamment financées pour assurer une offre de services de qualité aux familles. Donc, d'avoir des ressources humaines formées, de pouvoir respecter les ratios, hein, côté sécurité, et de pouvoir offrir aussi des activités stimulantes pendant la période de répit. Donc, la phase 2. Donc, je vous parlais là, du recensement des initiatives inspirantes. Donc, la démarche, comment elle s'est passée? Donc, ce sont 26 experts répit qui ont été interviewés et 45 initiatives qui ont été répertoriées dans le rapport de recherche. Donc, les 45 initiatives, il y en avait 26 au Canada,
2 aux États-Unis, 15 en Europe et 2 en Australie. Donc, on a séparé les initiatives en 4 axes. Donc, accompagner, informer et former, sécuriser le répit et innover. Et pendant cette phase-là, ben, il y a quand même des questions qui ont été soulevées en parlant avec les gens, des initiatives inspirantes. On s'est dit, ben, est-ce que ça pourrait être intéressant d'avoir un système qui serait garant de la qualité des services offerts? Donc, on n'a pas de normes. Les gens le font un peu avec leur expérience, leur expertise, mais est-ce qu'on pourrait avoir quelqu'un qui est garant de ces normes de sécurité ou de cette expertise? Est-ce qu'on pourrait avoir des formations spécifiques aussi au personnel de répit? On l'a vu dans des initiatives ailleurs dans le monde, il y a vraiment des formations universitaires, des formations de niveau collégial, là, dépendamment où on est dans le monde, qui vont vraiment venir former le personnel terrain ou gestionnaire des ressources de répit. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait vraiment mettre en place au Québec? On a certaines formations, mais répit en tant que tel, là, précisément, on n'a pas grand-chose. Et à quel point les plateformes d'information sont utilisées par les familles? Donc, on dit souvent, il faut mettre en ligne une plateforme de recherche de répit. Il faut mettre en ligne une plateforme informative pour les parents. Donc, oui, c'est possible de le faire et c'est intéressant de le faire pour une certaine portion des familles, mais comme on le disait tout à l'heure, le niveau de littératie est très variable. Donc, certaines familles vont plutôt utiliser le bouche à oreille ou vont se fier beaucoup aux intervenants de l'école ou aux intervenants du réseau de la santé et des services sociaux pour leur transmettre de l'information. Donc, la plateforme web, c'est une portion de la solution, mais il faut vraiment faire un éventail au niveau de l'information qu'on peut donner aux familles. Comment aussi on pourrait intégrer au Québec un accompagnement long terme de la famille? Comment avoir un plan répit pour les familles, donc pour qu'elles soient jamais ou à peu près pas prises au dépourvu pendant leur vie avec leurs jeunes? Est-ce qu'on peut mettre ça en place? Est-ce que le fait aussi d'avoir accès à du répit régulièrement pourrait permettre aux parents vieillissants de garder vraiment leurs jeunes à la maison plus longtemps? Est-ce que c'est une solution à mettre en place? Et si oui, comment la mettre en place de façon sécuritaire et de façon à ce que ça réponde vraiment aux besoins de ces familles-là? Mais une des choses que l'on a remarquées, que l'on a, qui nous a été nommée et qu'on peut affirmer maintenant, c'est qu'une des principales différences entre un parent et un proche aidant, la principale différence réside vraiment, vraiment dans la longévité du lien entre ces 2 personnes-là. Donc, entre le parent et le jeune qui a un handicap. Donc, comment s'assurer que cette réalité-là va être considérée tout au long de la vie? Que oui, on est un proche aidant, mais on est d'abord un parent. Donc, les initiatives inspirantes selon les 4 axes là, dont je vous parlais tout à l'heure, je vous en ai mis quelques-unes ici. Je vous les ai principalement mises si elles étaient au Québec pour que ça fasse écho chez vous. Et évidemment, c'est des initiatives qui ont été répertoriées en 2020. Donc, pour certaines, elles existent encore. Pour d'autres, elles ont disparu ou ont été transformées. Mais si on parle de l'axe de accompagner, donc accompagner la famille, le parent, le proche, donc il y a le programme d'accompagnement de solidarité de parents et l'Étoile de Pachot. Donc en fait, Solidarité de parents et l'Étoile de Pachot, 2 organismes communautaires qui accueillent les familles et qui offrent, là, selon différentes formes, des services de répit. Donc, on va vraiment à la rencontre des familles pour évaluer leurs besoins, tant au niveau du répit que pour les autres besoins. Mais pour ce qui est du répit, c'est vraiment un accompagnement qui est fait dès l'adhésion des familles à ces 2 organismes-là. Sinon, il y avait en 2020 là, le plan d'accompagnement Voyez les choses à ma façon du Centre de réadaptation Myriam. Ensuite, sécuriser le répit. Donc, on a la certification de l'Association des camps du Québec et l'outil Popsicle. Donc, c'est un outil qui permet une meilleure intégration dans les camps de jour et qui était utilisé, je crois qu'il l'est encore, par la municipalité de Victoriaville.
Donc, sécuriser le répit, ça veut dire en fait d'offrir des services de qualité. Donc, comment s'assurer que le répit ou les autres services ici soient de qualité pour que le parent les utilise et ait confiance. Donc, la certification de l'Association des camps du Québec demande aux différents camps de jour et camps d'été, membres de l'association, de passer tout un parcours là, de certification où ils doivent répondre à différentes normes pour pouvoir avoir le sceau d'approbation de l'association, ce qui permet ensuite aux familles de dire, ben, j'utilise un camp qui est certifié, donc j'ai confiance. Et l'outil Popsicle, lui, vise vraiment à évaluer un jeune qui a des besoins particuliers, qui veut intégrer un camp de jour de sa municipalité, comme ses amis, son frère, sa sœur. On va vraiment aller sur une évaluation de ses besoins au niveau de l'accompagnement. Donc, c'est un outil qui est intéressant aussi pour Répit Québec pour un petit peu évaluer là, les ratios en répit. Ensuite, informer et former. On a la plateforme Myéline, donc qui est vraiment une plateforme où il y a beaucoup d'informations au niveau de l'autisme. Et Oasis Plus, c'est un projet qui a été développé par l'Université Laval et qui visait là, à mettre en lien des familles avec un enfant à défi particulier et des étudiants de l'université qui voulaient offrir leurs services pour du répit à la maison. Donc, le projet Oasis Plus avait tout un volet de formation pour ces étudiants-là. Donc, c'est intéressant de travailler avec ce qui a déjà été fait par Oasis Plus pour voir comment nous, de notre côté, à Répit Québec, on pourrait offrir aussi des formations adaptées. Et du côté de l'innovation, ben, il y a le Centre d'innovation pour les enfants autistes de la Fondation Neurodiversité qui est à Bromont. Donc, c'est vraiment une plateforme où les chercheurs se réunissent pour pouvoir échanger de l'information scientifique à propos des enfants TSA. Et je vous ai mis une initiative qui, elle, est en Ontario, mais qui est quand même intéressante, qui s'appelle Respite Services, qui était vraiment un regroupement de tous les organismes ou ressources de répit du territoire et que les parents là, pouvaient être mis en lien avec ces différentes ressources-là via une plateforme qui était Respite Services. Donc, dans la phase 3, je vous parlais de l'expérience répit. Donc, vous voyez ici un petit peu comment on l'a défini. Donc, je ne vous ferai pas la lecture complète du cercle, mais vous voyez qu'il y a 4 étapes, en fait. Donc, l'étape 1 qui est la préparation du répit. Donc, c'est vraiment avant le répit, comment on se prépare comme famille, mais comment on se prépare aussi comme ressource de répit à accueillir les gens qu'on veut accueillir en répit. Donc, est-ce qu'il y a des formations supplémentaires à donner à notre personnel? Est-ce qu'on doit adapter les lieux? Et comme famille, ben, est-ce que j'ai un plan répit? Justement, si je suis une famille monoparentale, est-ce que j'ai un plan si je dois être hospitalisée d'urgence? Donc, ça, c'est de préparer le répit, c'est vraiment avant de prendre le répit. Ensuite, dans l'expérience de référencement, l'étape 2, c'est vraiment, surtout pour les ressources de répit, de bien se connaître en fait, à travers leur région, savoir c'est qui les collègues. Si moi je ne peux pas répondre à une famille, est-ce qu'une autre ressource pourrait le faire? Est-ce que je peux référer vers une autre ressource? Ensuite, l'étape 3, qui est l'expérience de mise en relation. Donc là, c'est vraiment de se questionner sur quand je réfère une famille vers une autre ressource ou vers ma ressource, comment s'assurer que c'est un match parfait? Comment s'assurer qu'on répond adéquatement aux besoins de la famille? Et finalement, l'étape 4, donc, qui est vraiment l'évolution vers une culture d'innovation. Donc, c'est vraiment de collaborer ensemble, de trouver des solutions communes, de se concerter. Donc, vous me voyez venir, c'est là où vraiment Répit Québec entre en jeu. Donc, vous voyez ici un peu la structure de Répit Québec dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, la table de concertation provinciale pour le répit, qui regroupe à ce jour, là, je dirais, je pense qu'on est 53 collaborateurs de partout au Québec. Donc, il y a évidemment des représentants de ressources de répit, mais il y a également des partenaires d'autres secteurs, mais qui sont intéressés par la question du répit.
Donc, par exemple, on a des gens du réseau de la santé, donc des CIUS. On a une représentante du chantier de l'économie sociale. On a quelqu'un de l'Association des camps du Québec. Donc, vous voyez un petit peu, là, on essaie de travailler ensemble pour trouver des solutions. Et la table de concertation, ben, se veut vraiment un point de chute d'information où les gens ben, peuvent partager avec les collègues d'ailleurs au Québec, peuvent aussi être conscients des réalités autres qui sont vécues par d'autres ressources de répit au Québec, hein. On ne vit pas la même chose qu'on soit à Montréal ou au Saguenay. C'est très différent, les approches sont différentes, mais on peut aussi apprendre énormément en partageant de l'information comme ça. Et comme je vous le disais, de ça a découlé 3 comités de travail, donc celui sur le financement, les normes de qualité et les communications. Donc, on entre un peu dans le vif du sujet. Plusieurs d'entre vous ont communiqué avec moi là, avant le webinaire pour savoir ben, quelle est la définition hein, du répit qui a été décidée ou entérinée par les collaborateurs de la table de concertation pour le répit. Ça semble simple comme ça d'avoir une définition répit, mais en fait, on a eu vraiment plusieurs discussions. On a travaillé très fort là-dessus. On a rassemblé en fait les différentes définitions qui existaient déjà, soit par l'appui proche aidant, par l'Office des personnes handicapées du Québec ou par différentes recherches qui ont été menées à travers les années. Et on pense être arrivé vraiment à quelque chose qui fait du sens, en tout cas pour nous. On l'espère pour vous aussi. Mais la définition cadre, en fait, est celle-ci. Donc, le répit, c'est un service qui est structuré et dont l'objectif est de permettre aux proches aidants parents de prendre du temps libéré, de la responsabilité d'être présent auprès de la personne handicapée. Donc, on nomme toujours proche parent, proche aidant parent, comme je le nommais tout à l'heure. On veut vraiment que ce soit nommé comme ça pour faire vraiment là, la différence entre les deux, mais en même temps d'englober là, la proche aidance avec les parents. Donc, évidemment, le répit peut permettre là, aux proches ou aux parents de prendre soin de lui, hein, tant pour sa santé physique, psychologique, ses besoins affectifs ou sociaux. Mais des fois, le répit, ça veut aussi dire, ben moi, je reprends un peu le contrôle de ma situation, je sors la tête de l'eau, j'ai besoin de répit. Ça peut être juste pour sortir du mode survie, comme on le nommait tout à l'heure. Et le répit, donc, peut s'offrir à domicile ou à l'extérieur de celui-ci. Donc là, ici, on a vraiment la définition cadre, hein, la définition un peu parapluie du répit. Mais évidemment, le répit, il y a plusieurs formes de répit. Donc, on a dû aller aussi dans ces définitions-là. Donc, on est allé avec le répit hébergement temporaire avec nuitée. Ce qu'on entend par là, ce qui est le plus connu, en fait, c'est les maisons de répit. Il y a aussi dans certaines régions, on a un modèle de garde partagée entre la famille et une ressource qui offre du répit. Donc, garde partagée un peu sous le modèle des parents séparés qui ont une semaine sur deux leur enfant. Bien, il y a des familles, dépendamment là, des régions au Québec, s'il n'y a pas beaucoup de ressources de répit, qui peuvent avoir accès parfois à ce type de répit-là. Donc, le répit hébergement temporaire avec nuitée, il permet aux proches aidants parents de prolonger le temps où il est libéré des responsabilités d'être présent auprès de la personne handicapée. Évidemment, hein, on dit prolonger le temps, mais prolonger le temps, ça peut être le temps d'une nuitée. Ce qu'on connaît souvent avec les maisons répit, hein, c'est du vendredi à 19 heures jusqu'au dimanche à 17-18 heures. Donc, voilà pour le répit hébergement temporaire avec nuitée. Sinon, le répit à domicile. Dans le répit à domicile, on a inclus le terme ou le concept de présence-surveillance pour les adultes et aussi de gardiennage pour les petits. En fait, on trouvait que le gardiennage, ce terme-là, ne rendait pas justice à tout ce qui était demandé pendant ces répits à domicile-là. C'est beaucoup plus que du gardiennage traditionnel là, que l'on connaît. Donc, on est allé vraiment sur le répit à domicile avec ou sans nuitée.
Donc, ça, c'est un répit qui permet de remplir ses responsabilités familiales, professionnelles ou sociales, tout en compensant la charge additionnelle liée au handicap de son enfant. J'ai mis charge additionnelle entre très gros guillemets parce qu'on n'aime pas nommer que la personne est une charge additionnelle pour la famille, mais vous comprenez un peu l'esprit. Donc, le répit à domicile avec nuitée peut être offert, par exemple, pour une famille dont l'enfant ne dort pas la nuit et qui bon, doit occuper un emploi, par exemple. Donc, on offre du répit à domicile avec nuitée à cette famille-là qui peut avoir une nuit tranquille pour pouvoir aller travailler le lendemain. Donc, c'est un exemple. Sinon, le sans nuitée, on pense, par exemple, à un parent encore qui travaille ou qui a une obligation quelconque à l'extérieur du domicile et dont l'enfant fréquente une école dite spécialisée. Donc, souvent, les horaires ne sont pas les mêmes que les écoles typiques. Donc, l'enfant peut revenir à la maison à 14h30, 15h. Le parent ne peut pas être là s'il occupe un emploi à temps plein. Donc, on doit avoir quelqu'un à la maison qui va accueillir l'enfant puis s'en occuper le temps que le parent revienne. Donc, avoir la tête tranquille pour le parent pour pouvoir travailler, conserver son emploi. Donc, on parle ici de répit à domicile sans nuitée. Sinon, pour le répit dépannage, donc ça, c'est vraiment un répit qui permet de faire face à des situations imprévisibles. Donc, c'est souvent temporaire, c'est de courte durée, puis ça permet souvent à la famille, aux proches ou aux intervenants qui sont autour de cette famille-là de reprendre un petit peu le dessus sur la situation, de prendre une pause, puis de mettre en place un filet de sécurité un petit peu plus structuré autour de la famille, le temps que la situation se calme. Sinon, il y a le répit de jour. Donc, le répit de jour, lui, il permet aux proches aidants parents d'obtenir du répit, l'instant de quelques heures, grâce à la participation de la personne handicapée à des activités offertes dans un organisme communautaire. Donc là, on parle souvent de parents qui sont vieillissants. Je vous dirais, là, c'est le modèle qu'on retrouve le plus chez cette portion de la population, donc où le jeune adulte va aller faire des activités à une maison répit, par exemple, ou dans un organisme communautaire pour permettre aux parents d'avoir un peu de repos, puis pouvoir prolonger le temps où il gardera son jeune avec lui à la maison, donc éviter le placement. Évidemment, quand on parle de répit de jour, il faut faire attention de ne pas tomber dans tout ce qui est loisir. Donc, il faut toujours, en fait, que le répit ait comme objectif le soutien aux parents ou aux proches. Donc, qu'est-ce qui n'est pas du répit? L'école, le service de garde scolaire, les activités du jeune qui sont liées aux socioprofessionnels ou à la réadaptation, le loisir qui n'a pas pour mission le soutien aux parents ou aux proches. Donc, si c'est un loisir qui a vraiment pour mission d'accompagner le jeune dans une activité physique, par exemple, ben à ce moment-là, ce n'est pas du répit, c'est du loisir. Et ce qui n'est pas du répit non plus, une hospitalisation. Donc, il n'est pas rare que des parents nous disent, ben, on m'a suggéré de me rendre aux urgences avec mon jeune, puis de leur demander de le garder pour que je puisse prendre une pause. Donc, on ne considère pas que c'est du répit d'être en hospitalisation, soit pour nous-mêmes ou pour notre jeune. Et ce qu'on sait, c'est que le répit est essentiel à l'équilibre de vie des familles. Donc, c'est vraiment ce qui a été nommé le plus aussi dans toutes nos recherches, dans toutes nos discussions, c'est vraiment que le répit fait partie de l'équilibre, des solutions, en fait, qui sont trouvées là, pour conserver l'équilibre familial. Alors, pardon, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Alors, on sait qu'il y a des aides financières de disponibles, ce qu'on nommait tout à l'heure. Donc, le programme de subvention pour le soutien à la famille, le programme d'aide à domicile et le chèque emploi-service ou le programme de soutien aux proches aidants, aussi appelé le répit aux proches aidants RAPA. Donc, ce sont toutes des aides financières disponibles pour les familles. C'est des aides financières là, qui peuvent fluctuer d'une année à l'autre. On sait aussi là, que le programme de subvention pour soutien à la famille a vécu une refonte. On n'a pas encore le document qui va pouvoir nous expliquer tous les changements qui sont apportés à ce programme-là, mais c'est quand même un programme qui existe encore
en tout cas pour l'instant, pour les familles. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que la main-d'œuvre est extrêmement difficile à trouver. Donc, c'est vraiment un enjeu qui est nommé, oui, par les ressources de répit, hein, on a de la difficulté à trouver les ressources humaines pour pouvoir répondre aux besoins des familles qui sont membres de notre organisme. Mais quand on donne un soutien financier, une aide financière à une famille, ça ne veut pas dire qu'elle va avoir accès nécessairement à du répit pour toutes les raisons qu'on a nommées tout à l'heure. Et surtout parce que la main-d'œuvre est tellement difficile à trouver. Donc, il ne faut pas faire l'équation facile de dire, ben, la famille a un chèque emploi-service, il n'y a pas de raison. Pourquoi elle serait fatiguée, pourquoi elle n'aurait pas accès à du répit? C'est plus difficile qu'on pense de trouver quelqu'un pour répondre à ce besoin-là. Alors, quels sont les objectifs principaux de Répit Québec pour les prochaines années? Donc, comme je le disais tout à l'heure, on veut vraiment établir des balises de qualité en matière de répit. Donc, des balises minimales, je vous dirais, que chaque ressource de répit aurait à répondre pour pouvoir être bon, autorisée, authentifiée par Répit Québec, mais qui permettrait en fait aux familles qui sont un petit peu plus craintives d'utiliser le répit de savoir ben, qu'il y a un organisme qui s'assure de la qualité des services qui sont offerts au Québec en appliquant certaines balises de qualité. On veut aussi promouvoir les ressources de répit québécoises et défendre leurs droits. On veut les promouvoir auprès des familles. On veut les promouvoir aussi auprès de la population en général, hein. On sait que le répit est quand même méconnu de la population en général. Souvent, les gens vont penser que le répit, c'est un privilège, c'est du gardiennage, hein. Des parents vont nous dire, ben, moi aussi, j'aimerais ça avoir du répit tout le temps, gratuit, soutenu financièrement. Il faut un petit peu démystifier tout ça. Donc, c'est ce qu'on veut faire dans les prochains mois, prochaines années. Et on veut aussi les promouvoir auprès des décideurs. On veut aussi soutenir les responsables de ressources de répit en leur offrant, entre autres, l'accès à des formations de qualité adaptées à leurs besoins. Donc, on a mis en ligne le site répitquebec.ca et là-dessus, ben, il y a toute une section boîte à outils qui n'est pas encore disponible, mais qui va permettre vraiment aux gestionnaires de ressources de répit d'aller chercher l'information, des formations, d'être un petit peu plus structurés dans leurs ressources, mais aussi des outils pour les familles pour mieux connaître le secteur répit. Donc, on veut ainsi informer là, les familles et les accompagner tout au long de l'expérience répit. Alors, je vous ai mis ici un petit peu ce qui est travaillé, donc les dossiers travaillés par Répit Québec là, dans la dernière année et pour les 4 prochaines années à venir. En fait, ce que je n'ai pas nommé, c'est que Répit Québec est soutenu financièrement par 2 fondations, donc la Fondation Mirella et Lino Saputo et la Fondation Lucie et André Chagnon. Donc, ils nous accompagnent là, pour les 4 prochaines années. En fait, leur implication financière était pour 5 ans. On a déjà une année de passée, ça va vite. Il nous reste donc 4 ans avec eux. On espère par la suite qu'il y aura soit des développements du côté ministériel pour pouvoir être accueillis comme porte-voix du secteur répit ou un autre soutien financier ou une autonomie financière de Répit Québec, c'est à voir. Mais voici donc rapidement là, les dossiers que l'on travaille. Donc, vous voyez un petit peu, là, les outils sont séparés selon la personne qui les consultera, donc soit gestionnaire, parent ou des outils sur le parcours répit, les formations ou la communication entre le parent et la ressource de répit. Donc, on veut aller tant du côté des formations que des schémas de compétences à développer aussi, des protocoles d'urgence à mettre en place, de l'information générale sur le handicap. Donc, tout ça est travaillé par les différents comités de travail de Répit Québec.